Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que forcément on s'approche de la fin de la saison. Les College World Series ont plus que bien commencé puisqu'on a déjà nos deux finalistes. On va en reparler dans un épisode qui va être très très court, parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je voulais au moins parler rapidement de ces College World Series, ainsi que de parler rapidement donc, des deux finalistes, enfin une sorte de mini preview. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les épisodes précédents sur vos plateformes d'écoute préférées, donc de podcast, Spotify, Apple Podcast ou Apple Music, je ne me rappelle plus exactement du nom, etc., ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, on va dire habituels et connus, pour faire simple. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, que dire un peu de ces College World Series ? Je vais le rappeler tout d'abord, on avait donc 8 équipes survivantes de la jungle que forme ce tournoi national. Donc des 64 équipes, on est passé à 8 équipes en épurant, que ce soit par les Regionals et ensuite les Super Regionals. On avait donc West Virginia en représentant de la Big 12. West Virginia qui continue donc sa progression sur ces 3-4 dernières saisons en étant régulier. Plusieurs fois donc qualifiés au tournoi national de suite. Plusieurs fois ils arrivent au moins Super Regionals, et donc là enfin la consécration avec l'arrivée lors des College World Series pour la première fois de leur histoire du côté d'Omaha. Steve Sabins qui a donc pris le relais, je pense que c'était, j'oublie toujours son nom, c'est Coach Maisy, j'oublie son prénom à chaque fois, mais avec succès du côté de Morgantown. On retrouvait avec eux aussi une équipe dont c'était la première apparition aussi en College World Series, c'est Troy. Troy qui, elle aussi, sur les 2-3 dernières saisons, est en pleine progression continue, dans une des conférences les plus sympas à suivre, quand on ne regarde pas les Powerhouses, la Sun Belt. Skylar Mead a donc réussi à créer vraiment un programme très solide, et c'est donc leur première apparition au College World Series. On avait ensuite bien sûr North Carolina, j'en ai parlé, North Carolina qui a eu notamment à la fin des années 2000 un très beau stretch où c'était certainement l'une des meilleures équipes de la nation. En témoignent leurs deux finales coup sur coup en 2006 et 2007, malheureusement perdues face au même adversaire, Oregon State. Je rappelle, ils étaient aussi au College World Series en 2024, pour vous rappeler, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'apparitions au College World Series à ce niveau-là dans l'histoire, il y en a 12. On avait ensuite Ole Miss, l'équipe de Mike Bianco, qui a raidé sur un bon momentum sur ce tournoi, qui a réussi notamment à éliminer Auburn du côté d'Auburn. Et je le rappelle, Ole Miss ressemblait à s'y méprendre presque, peut-être un peu moins sur l'aspect, on va dire, long terme de leur stretch ou de leur momentum, à ce Ole Miss qui d'un coup s'était transformé en machine à tout écraser en 2022. 2022, c'est d'ailleurs leur année du titre, et du seul titre de l'histoire de Ole Miss. Ce qui est assez marrant, c'est que leur rival, Mississippi State, venait de gagner son premier titre l'année d'avant, en 2021. Donc Ole Miss a dit non, on va pas les laisser. Nous aussi, on veut gagner un titre. On va pas être derrière cette équipe trop longtemps. Et donc dès l'année suivante, ils avaient réussi à remporter ce titre. Georgia, qui a un résumé similaire à Ole Miss, si ce n'est que c'est un peu plus loin dans le temps. 6 apparitions en College World Series comme Ole Miss. La dernière c'était en 2008, donc ça remonte à un certain moment, et surtout sous Wes Johnson qui arrive en 2024, on a vu donc une reconstruction un peu du principe de Georgia avec pas mal de transferts, prendre beaucoup d'expérience par le portail des transferts, et ça a bien marché encore plus cette saison. Ils ont en plus de ça des joueurs, Colby Branch et bien sûr Jackson, Daniel Jackson, le catcher, qui a déjà gagné le Dick Hauser et qui est favori, ou en tout cas l'un des gros favoris pour le Golden Spikes. Donc une équipe très chargée en talent, très expérimentée, et qui, je rappelle, a également un titre dans son histoire, c'était en 1990. On avait bien sûr la plus grosse équipe de cette saison du plateau, Texas qui est l'une des meilleures équipes de l'histoire, on va dire peut-être dans les 3-4 meilleures équipes de l'histoire tout simplement. C'est une équipe qui est allée 38 fois donc, au College World Series, c'était donc, et je pense qu'ils ont battu le record avec
une 39e apparition au College World Series. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux dans l'histoire du college baseball. C'est une équipe qui a eu bien sûr des coachs, des joueurs, Hall of Famer et compagnie. C'est une équipe qui a donc 6 titres, le dernier en 2005 et le premier en 1949. Voilou. Donc quand on regarde, c'était vraiment l'équipe historiquement la plus expérimentée, mais bien sûr l'équipe en termes de joueurs qui n'était pas forcément la plus expérimentée non plus. Jim Schlossnagle, mine de rien, c'est des College World Series avec Texas A&M, je pense sa première année en 2022. Également en 2024, puisqu'ils vont jusqu'en finale perdue face à Tennessee de Tony Vitello. Et donc là, il vient avec Texas au College World Series cette saison, et je rappelle qu'avec TCU aussi, il a fait 2-3 voyages très sympathiques dans les années 2010. Donc vraiment un coach émérite, l'un des gros coachs de ces 20-25 dernières années. Alabama, et ça faisait plaisir, revenait au College World Series, c'est la première fois depuis 27 ans, parce que la dernière fois c'était en 99. Alabama avait réussi notamment quelques belles performances. Ils ont terminé en finale des College World Series en 83 et en 97, mais ils n'ont jamais remporté le titre. Et Alabama, ça leur a fait du bien de pouvoir se qualifier avec des stars comme notamment Justin LeBron, une culture de la gagne instaurée par Rob Vaughn. C'était déjà là en place, mais je veux dire, il a vraiment réussi à mettre un step au-dessus. Et il a réussi aussi à capter l'attention ou à réussir à faire venir des pitchers. Ce qu'on essaie de lui reprocher un peu dans son passage à Maryland, c'est qu'il n'avait pas assez de bons pitchers. Donc Maryland réussissait en Big Ten, mais ne réussissait pas au niveau national. Là, il a réussi à rectifier le tir avec un programme qui a certes beaucoup plus de moyens, qui a aussi envie d'orienter ses moyens vers le baseball. Il devient une vraie powerhouse du baseball avec Rob Vaughn, qui est un coach très jeune. Et donc là, voilà, ils étaient bien lancés en arrivant dans ces College World Series. Et enfin, Oklahoma, qui mine de rien, Oklahoma, avec je pense 11 apparitions au College World Series avant celle-là, donc c'était la 12e. Ça doit être la deuxième ou troisième équipe la plus capée en termes d'apparitions au College World Series dans ce plateau de 2026. Je le rappelle, ils ont gagné 2 fois les College World Series quand même, donc ce n'est pas à minimiser. La dernière fois c'était en 94 face à Georgia Tech, notamment. Et je le rappelle également qu'ils ont été en finale des College World Series. C'était face au Ole Miss de 2022 de Mike Bianco. Et Skip Johnson a réussi à insuffler une sorte de momentum, et on va en reparler, dans une équipe qui, mine de rien, ne faisait pas montre d'être une équipe dangereuse. Mais c'est là où est tout l'attrait aussi du college baseball, et notamment de ce genre de tournoi, c'est que quand vous réussissez à attraper un certain momentum, on l'avait avec notamment Coastal Carolina la saison dernière, avec Ole Miss bien sûr en 2022, Mississippi State en 2021, etc. Ce qui est important, c'est le momentum que vous arrivez à construire, les habitudes de la game que vous arrivez à construire pour quand vous arrivez dans ce tournoi. Parce que c'est un sport, donc forcément il y a un aspect mental, il y a un aspect bien sûr d'entrer dans une certaine zone. Et cette zone-là, on a l'impression qu'Oklahoma l'a trouvée au meilleur des moments, puisque certes, c'était pas une équipe haute par exemple, c'est pas une équipe qui à l'entrée de ce tournoi, à l'orée de ce tournoi, beaucoup de gens parlaient ou misaient sur, mais pourtant c'est l'équipe peut-être qui a été sur ces College World Series la plus impressionnante. Ils étaient quand même dans une partie de tableau, je rappelle, ils étaient avec Alabama, Texas et Georgia pour un tableau full SEC, tandis que de l'autre côté on avait donc West Virginia, Troy, North Carolina et Ole Miss. Je vais pas vous mentir, contrairement aux Regionals et aux Super Regionals qui ont été vraiment exceptionnels, les College World Series, ça reste du bon baseball, mais ça a été beaucoup moins exceptionnel dans l'aspect, je vais pas dire spectaculaire parce que ça a été spectaculaire, mais dans l'aspect, on va dire, suspense, serré, etc. On va décortiquer ça assez rapidement. Vendredi dernier commençait donc ces College World Series avec le premier bracket, celui composé de West Virginia, Troy, North Carolina et Ole Miss. Et le premier match était sympa. Il était sympa, franchement. Un bon petit match. Avec une victoire de West Virginia 7-5. Mais honnêtement, on avait l'impression que West Virginia, même si le score ne le laisse pas montrer tant que ça, était quand même supérieur, en tout cas parce que j'ai vu les matchs pour le coup. J'étais au boulot, mais j'ai profité pour regarder les matchs. Je sais pas s'il faut en parler à mon boulot. Mais vraiment, ça a été un match que j'ai trouvé
West Virginia semblait en tout cas l'équipe la plus à même de pouvoir faire la différence, puisque le match a été serré. Alors West Virginia avait bien commencé, fin de première manche, ils mènent 1-0, mais dès le début de la seconde manche, Troy revient dans le match. Puis ensuite, il y a 3-1 pour West Virginia dès le bas de la deuxième manche. Donc 3-1, on s'est dit pourquoi pas. Cependant, Troy ne se laisse pas faire. En fait, c'est vraiment ce début de match qui était intéressant. Troy ne se laisse pas faire parce qu'ils arrivent à rentrer 3 runs dans le haut de la troisième manche. Et franchement, vous savez, c'est du baseball. Donc franchement, à ce moment-là, on peut se dire, ah, peut-être on a quelque chose. Peut-être qu'on va, comment je peux dire ça, avoir un momentum qui va se construire pour Troy. Mais honnêtement, à aucun moment j'ai senti vraiment Troy pouvoir accélérer. C'était plus une équipe, j'avais l'impression qu'ils pouvaient se battre pour essayer de rester collé à West Virginia, mais que dès que West Virginia, avec Armani Guzman notamment, qui a été vraiment très intéressant dans tout ce tournoi, vraiment l'âme, au-delà des statistiques, mais l'âme de cette équipe au niveau du line-up, dès que Armani Guzman et ses comparses arrivaient à accélérer, même sans forcément scorer, on sentait le danger. Alors que du côté de Troy, c'était un peu plus délicat de vraiment montrer du danger. En tout cas, après 4 manches, si je dis pas de bêtises, il y avait 5-4 de mémoire. Donc ça restait tout à fait serré. Et dans la 7e manche, on a Troy qui revient à 5-5. Ils reviennent à 5-5. Donc on s'est dit, bon bah, pourquoi pas. En plus, c'était un 5-5 très intéressant. C'est là où je parle de l'aspect spectacle, parce que c'était Janicki, j'imagine qu'on dit Janicki, qui a réussi un home run pour égaliser. Et Janicki d'ailleurs qui a fait un très très gros tournoi de côté de Troy, l'une des belles surprises. Moi je le connaissais pas bien personnellement, j'avais vu quelques matchs de Troy cette saison, mais je faisais pas forcément attention à chaque joueur du line-up et compagnie. Mais il a été vraiment vraiment très très fort. Il a fallu en fait comment je vais dire ça, à West Virginia de relancer un peu la machine, de sortir le bleu de chauffe, mais honnêtement, même si ils n'ont pas scoré ils n'ont pas scoré de la 4e à la 8e manche, comme j'ai dit, c'est l'équipe qui arrivait à le plus contacter face au pitcher adverse, c'est l'équipe qui posait le plus de problèmes, c'est l'équipe qui arrivait le plus souvent sur base, qui crée un peu plus de chaos, en tout cas de potentiel de chaos. Ça a fini par se concrétiser dans cette fameuse 8e manche où ils ont réussi donc à scorer 2 runs coup sur coup, puisque je pense que c'était Hall sur un coup sûr, je pense que c'est un simple, qui réussit un 2 RBI sur ce coup sûr. Et c'est ce qu'il a fallu en fait pour que West Virginia s'en sorte et remporte son premier match. On avait le soir de ce même jour, c'était à 19h heure locale, parce que je pense que comme ils sont dans le Nebraska, ça devait être 18h pour le Nebraska, il y a une heure de différence, voilà, vous savez tout, entre la East Coast et le Nebraska. North Carolina a joué, et North Carolina a dominé. Ça a été un match, on va dire, très intéressant, surtout au niveau du pitching, puisque, si je dis pas de bêtises, jusqu'en haut de la 6e manche, Ole Miss mène 1-0. En bas de 6e manche, North Carolina revient à 1 partout. En haut de 7e, Ole Miss remet un run pour mener 2-1, puis après ils sont menés 3-2. Ils sont menés 3-2 dans cette fin de 7e manche, et c'est là où North Carolina prend clairement l'ascendant, parce que la fin de match est complètement à l'avantage de North Carolina. Ils rajoutent 3 runs dans la 8e, et pas besoin d'aller jusqu'en bas de la 9e, puisque Ole Miss aura donc scoré tous ses runs. À partir de la 7e manche, ils ne vont plus scorer un seul run. Ce que j'ai aimé encore une fois des deux côtés, c'est le pitching. Que ce soit Taylor Rabe du côté d'Ole Miss, ou Jason Decao qui avait été d'ailleurs exceptionnel pour les qualifier, si vous vous rappelez bien, lors des Super Regionals, je vous en avais parlé. On l'a senti un peu fatigué, on va pas se mentir. Après, là, il avait lancé, il y a quelques jours de cela avant, un shutout, un shutout complete game, tout simplement. 9 manches, 100 et quelques, je pense une 115aine de pitch. Il s'est pris 2 earned runs, mais honnêtement, 9 strikeouts, seulement 3 buts sur balle concédés, un IRA de 2,30 sur ce match-là. Ça a été très très fort. Et que dire surtout de Caden Glauber qui a complètement shut down l'offense, qui n'était pas non plus exceptionnel, mais l'offense de Ole Miss. Alors que du côté comment on appelle ça,
de l'offense de UNC, ça s'est décanté comme je dis sur la fin, et c'est surtout Colin Heineck, le receveur, qui a été un peu la star de ce match-là, parce qu'il a réussi 3 points produits sur ce match-là. Il a clairement aidé son équipe à se détacher en fait, tout simplement. Et on n'a pas senti Ole Miss au niveau des bats pouvoir faire quoi que ce soit en fait. Ça a été très 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 compliqué à partir du moment où dans cette 8e manche, on a ce 3-run home run de Heineck, tout simplement. C'était donc l'image clutch du match et ça a permis donc à North Carolina et West Virginia de se retrouver dans le bracket des vainqueurs, tandis que du côté de Troy et Ole Miss, il fallait donc se rencontrer 2 jours après, parce que je rappelle, il y a alternance entre chaque bracket par journée, on va dire, au début. 2 jours après, il y avait donc le bracket des perdants qui allait donc entamer cette journée 2 pour ce bracket 1, tandis que le bracket des vainqueurs allait jouer le même jour, mais le soir. Je pense que vous l'avez compris maintenant. On va rester dans ce bracket, donc on va finir ce bracket pour que vous sachiez un peu le déroulé de tout ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, du coup, le 14 juin, le dimanche, on avait donc... C'est bien un dimanche, oui, c'est un dimanche. On avait donc d'abord Troy Ole Miss pour, voilà, le premier éliminé entre les deux équipes. Alors, ça a été un match avec beaucoup de scores. On a vu notamment Janike qui est encore allé d'un home run notamment. Ça n'a pas été le seul, puisqu'on a vu 3 frappeurs de home run du côté de Troy et 3 frappeurs de home run du côté de Ole Miss. Vous imaginez bien donc qu'on a eu un plutôt gros score. Et c'est donc Troy qui s'en est sorti, qui a éliminé Ole Miss 12-8. Ole Miss avait fait le meilleur départ. Après 4 manches, si je me rappelle bien, il y avait quelque chose comme 6-2 pour Ole Miss. Moi, j'avais personnellement déjà pensé que Troy allait être éliminé. Et pour raconter ma vie, alors c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour dire que je n'ai pas pu suivre tout ce match puisque je regardais pas mal de choses en même temps. Je m'occupais de mes enfants et tout ça, et aussi je regardais, je ne regardais pas que le college baseball à ce moment-là. Donc du coup, j'ai un peu loupé, on va dire la fin, enfin la deuxième partie du match. Et quand je suis revenu, j'ai vu 12-8 pour Troy, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et alors ce que j'ai compris, c'est que les manches 5, 7 et 8 ont été une orgie offensive pour Troy. C'est là qu'ils ont scoré, je pense, 10 runs, oui, parce qu'il y avait 6-2. Donc vu qu'il y a eu 12-8, 10 runs de leur côté, alors que côté Ole Miss, il y a eu un run en 7e manche et un run en 8e manche pour passer à 8. Donc clairement, Troy semble avoir profité. Ça ne devait pas être un match où les pitchers ont réussi à tirer leur épingle du jeu, bien au contraire. Donc Troy en a profité. Après c'est que Troy, j'ai parlé de Janike, mais ils ont pas mal de joueurs qui sont capables de faire montre de puissance à la batte. Et ça s'est bien retrouvé à ce moment-là. Comme j'ai dit, comme j'ai pas pu voir le match, je vais pas vous raconter le match, mais juste que du coup, Ole Miss s'est retrouvé être la première équipe éliminée de ce plateau, des College World Series. Malgré tout, je pense que pour finir sur Ole Miss rapidement, ça a été une saison très positive. Ils ont été très solides en SEC à défaut d'être dominateurs, mais c'est tout ce qu'on leur demandait. C'est un groupe qui n'était peut-être pas le plus talentueux quand on regarde les autres effectifs. C'est-à-dire que c'était un groupe plutôt homogène en termes de joueurs. Ils avaient des joueurs très intéressants, des vétérans comme Hunter Elliott, etc., etc. Par contre, le petit problème que je trouvais à Ole Miss, c'était, contrairement à d'autres effectifs SEC, je pense notamment à Georgia, je pense même à Alabama quelque part, ça manquait peut-être un peu, entre guillemets, au niveau universitaire, de star power. C'est peut-être ce qui a manqué pour aller plus loin. Et donc du coup, moi, quand je vois la saison de Ole Miss, clairement, c'est une saison positive. Compte tenu de l'effectif qu'ils ont, c'est un très bon effectif, mais peut-être pas le plus talentueux. J'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer avec les classes de lycéens qui arrivent la saison prochaine, et puis ce qu'ils vont nous proposer en termes de transfert également sur le portail des transferts, voir comment ils vont un peu comment je peux dire ça, j'ai le mot en anglais, refine, donc on va dire un peu retoucher l'effectif. Alors, il y a quand même des joueurs qui vont du coup quitter Ole Miss forcément. Je pense que Hunter Elliott, ça y est, il a épuisé tout son stock de seniorité, pour ne citer que lui. Donc intéressant à voir comment ça va se passer pour la suite. Et du coup, Troy se donnait une petite chance d'espérer.
Le soir, on avait un match, pour le coup, que j'ai vu, avec encore une fois un très très gros Caden Glover, le releveur pardon, slash closer de North Carolina, et donc vous le comprenez par ma façon de parler. North Carolina s'en est sorti, une victoire 5-2. Des deux côtés, j'ai trouvé que ça a bien joué. C'est juste que clairement, dans ce genre de match où ça joue bien, et on va reparler un peu de justement ce star power, bah on voit quel effectif est le plus chargé en talent en fait, très clairement. Et c'est pas une tare parce que West Virginia a une équipe talentueuse, mais par rapport à ce que nous propose en termes d'effectifs North Carolina, on sent quand même qu'il y a une différence. Armani Guzman, encore une fois, a fait un très bon match. Hein. Si je dis pas de bêtises, il a même eu un point produit pour West Virginia. Mais ça a été très difficile de pouvoir tenir la dragée haute hein, à North Carolina. En tout cas, sur l'aspect offensif. Et pourtant, offensivement, je ne vais pas dire que North Carolina a fait un match énorme non plus. Hein. North Carolina, c'est c'est la 7e manche où ils frappent leurs 3 runs de différence. Parce que, pour vous faire un peu le déroulé du match, première manche, première manche, North Carolina arrive à scorer. Et en scorant, ils mènent en fait 2-0 assez rapidement. Donc c'est pas mal, on se dit bon bah c'est cool pour eux. Ils mènent 2-0, mais après en fait l'offense s'éteint complètement. Ou on peut dire aussi que la défense de West Virginia travaille très bien et c'est pas faux. C'est un peu des deux parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait des situations où les bats de North Carolina étaient peut-être un peu trop pressés entre guillemets. Vous savez, vous le voyez en fait sans être un professionnel du baseball, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais frappé à la batte donc je peux pas vous dire la sensation, mais à force de voir des matchs, vous vous rendez compte quand un joueur ou quand des joueurs ont l'air d'être un peu en mode je me précipite en fait. Et clairement, on a eu ça sur quasiment tout le line-up de North Carolina pendant au moins 3-4 matchs de suite. On a l'impression que ça voulait aller un peu trop vite. Il y avait des balles qui semblaient difficiles à aller contacter, ou en tout cas qui n'avaient pas l'air intéressantes, hein, parce que des fois c'est aussi un peu le jeu de peut-être pas aller trop chercher des balles cassantes, ou vous savez ce genre de balles un peu off-speed qui vont peut-être pas vous permettre de vraiment faire la différence, peut-être être un peu plus patient, surtout qu'il y avait pas mal de balles aussi qui n'étaient pas forcément dans la zone de strike, qui a été recherchée hein, en fait hein, par nos amis de North Carolina, et ça a un peu déréglé le tout, je trouve, du côté de North Carolina. Alors, ça n'a pas été rédhibitoire, puisque West Virginia, pendant ce temps-là, n'a scoré que 2 runs. Ces 2 runs, c'est un run en 3e manche et un run en 4e manche. Du coup, pareil, hein, on se retrouve avec donc toujours cette difficulté des deux équipes au final, mais surtout North Carolina, c'est vraiment ce qui m'a marqué sur ce match-là. Ça a été compliqué, mais la 7e manche, tout le monde s'est relancé, mais en fait, tout le monde s'est relancé, mais grâce à une erreur, en fait. Malheureusement, c'est un peu ça aussi le jeu du baseball. C'est-à-dire que Heineck réussit à atteindre les bases sur une fielding error hein, par le 3e base de West Virginia. Ensuite, si je dis pas de bêtises, on a un bunt. Je pense que c'était ça à peu près le déroulé. Je me rappelle pas par cœur, mais on a eu un bunt, ce qui a permis à Heineck d'avancer. Et après, on a une deuxième erreur. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui a complètement détruit West Virginia, c'est les erreurs sur cette manche-là. Juste parce que le reste du match avait été très solide. Mais dans ce genre de match, les détails comptent et c'est ce sur quoi je voulais revenir rapidement. 2 fielding errors en 3 at-bats, ou en tout cas 3 plate appearances, c'est-à-dire 3 batteurs différents qui viennent, c'est trop. Et ensuite, on a eu le fameux triple de Gallagher. Et quand il a réussi son triple, forcément il a réussi à faire rentrer, je pense, ces 2 joueurs. Et après on a eu Hull qui a eu... Alors Hull je le connaissais pas bien parce que voilà, j'ai regardé pas mal de matchs de North Carolina pour le coup, je savais qu'il faisait partie de l'effectif, mais peut-être que les matchs que moi je l'ai vus, ils n'étaient pas forcément transcendants. Mais sur ces College World Series, alors Gavin Gallagher c'est un peu entre guillemets la tête d'affiche. Il n'y a pas qu'une seule... Enfin ce qui est bien avec... je pars un peu dans tous les sens, mais ce qui est bien avec North Carolina, que ce soit en termes de pitching ou en termes de line-up, c'est homogène mais vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talent vers le haut. On pourrait se dire qu'il n'y a pas trop de star power, mais il y a du star power parce que Gavin Gallagher, c'est clairement, ça fait partie de ce star power. Et Heineck fait un peu partie de ce star power pour moi, mais justement, des joueurs comme Hull, moi je les voyais peut-être moins en tant que star power, mais sur ces College World Series, ils sont passés dans
dans cette stratosphère, en tout cas sur le temps du tournoi et notamment des College World Series. Et il a réussi à faire rentrer Gallagher pour le 3e run, et c'est là où on a eu la différence, parce que 5-2, comme je l'ai dit, c'est le score final. Ça a été donc un match serré, qui a été malheureusement pour West Virginia problématique au niveau des erreurs, en fait. Très simplement. Du coup, Troy devait se battre contre le perdant de West Virginia, North Carolina, parce que maintenant vous comprenez un peu le système de double élimination. Donc West Virginia se retrouve du côté du bracket des perdants, et West Virginia ne fait qu'une bouchée de Troy. On va même pas parler de ce match. C'était le mardi, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je pense que c'était ça le mardi. Ils l'ont remporté 12-0. 12-0, ni vu ni connu. Pourtant, il n'y a eu qu'un seul home run, mais en fait, on va dire que Troy n'était pas là, en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que vous sentez des fois, malheureusement, dans le sport de haut niveau, qu'il y a de la décompression. Là, en fait, c'est clairement l'effet que j'ai eu. Alors, j'ai pas pu voir tout le match, attention, hein, pour Troy, parce que c'était mardi à 14h, et vous imaginez bien, j'étais au boulot, donc je trichais un peu. Et d'ailleurs, c'était le même jour que le match d'équipe de France, parce que le match d'équipe de France, pour voir toute ma vie, encore une fois, j'ai réussi à le regarder un peu, et notamment grâce à NordVPN. Alors je suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ça, mais je profite grâce au VPN, en fait. Du coup, NordVPN m'a permis de regarder la France, enfin une partie de France-Sénégal, et donc c'était le même jour, je me rappelle de ça. Bref, on s'en fout par rapport au collège baseball, mais voilà, c'était la petite anecdote au passage. On va passer du coup au match final, parce que voilà, pas de suspense, et c'est pour ça que je dis que les College World Series ont été un peu trop linéaires à mon goût. Bon, après c'est le sport, hein, c'est comme ça, tant mieux pour North Carolina et tant mieux pour Oklahoma. Mais donc on a eu la possibilité pour West Virginia de forcer un game, on va dire une sorte de game 7, c'est-à-dire que North Carolina est invaincu, West Virginia a déjà une défaite. Si West Virginia veut passer en finale des College World Series, ils doivent donc battre 2 fois North Carolina, parce que c'est double elimination, vous avez compris. Je vous le donne en 1000. North Carolina a gagné 12-7. J'ai regardé une grosse partie du match, j'ai pas pu regarder tout le match parce que là aussi c'était à 14h, c'était le lendemain. Et en fait, très rapidement, il y a eu un. North Carolina s'est détaché en fait. C'est vrai que 12-7 c'est le score final, et même moi j'étais un peu surpris de voir ce score final, c'est-à-dire que West Virginia a réussi une 7ème manche, et je l'ai pas vu, qui leur a permis de produire 5 runs. C'est ce qui fait qu'ils sont revenus dans le match. Puisque jusqu'en haut de la 7ème manche, ils étaient complètement dominés. Il y a eu très rapidement 2-1 pour North Carolina, puis après, au bout de la 4ème manche, je pense qu'il y a 8-1, quelque chose comme ça. Donc là, je me dis, il y a mon boulot, je peux pas non plus tout regarder. Je rezappe, je vois qu'il y a 10-1, si je dis pas de bêtises. Et je rezappe en haut de 7ème manche, il y a 12-1 pour North Carolina. Et ensuite, West Virginia a réussi à scorer 5 runs dans cette même 7ème manche pour revenir à 12-6. Et après, ils vont scorer un autre run pour finir avec un 12-7. Donc c'est un peu un score trompeur, selon moi, parce que clairement, il n'y a pas eu photo. North Carolina a été la meilleure équipe, et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est les ajustements. Alors, il n'a pas eu peur, Scott Forbes, de faire sortir très rapidement Folger Bowes. Folger Bowes, c'est un de ses starters, le lanceur gaucher, qui est d'ailleurs plutôt très bon sur la saison, très solide, mais qui a eu beaucoup de mal sur sa première manche. Et donc, très rapidement, il s'est dit, tant pis. Je pars sur un match de bullpen. Il ouvre son bullpen parce que il y a une occasion unique. Là, il faut aller en finale des College World Series. Et il sait que s'il y va dès ce jour-là, il a 3 jours de repos, si je dis pas de bêtises. Donc, il lance Caden Glauber, qui clairement, pour l'instant, si on cherche pour moi un MOP, en tout cas, il fait partie de cette liste de MOP potentiels, qui va nous lancer, je pense, un peu moins de 3 manches, qui va réussir 3 strikeouts dans ces 3 manches, qui va juste se prendre un earned run. C'est tout, hein. Et ensuite, on va avoir Jackson Rose qui va faire le plus gros du workload, on va dire, parce que lui va lancer pour un peu plus de 4 manches. Et sur ces 4 manches, il va réussir 2 strikeouts, et il ne va pas concéder de run, en fait, tout simplement. Cameron Padgett et Matthew Mathis vont terminer le match, mais Matthew Mathis va se prendre quand même en termes de earned run, 4 earned run. Voilà, pour la petite histoire. Clairement, j'ai bien aimé ce genre de fact où on voit vraiment, voilà, là on sait qu'on n'a pas le choix des deux côtés, bon, surtout pour West Virginia pour le coup, mais North Carolina, ils peuvent se dire, voilà, on veut terminer l'histoire maintenant, on est la meilleure équipe de ce bracket, très clairement, j'ai pas vu, c'est ça aussi qui fait encore une fois que je suis resté un peu sur ma fin entre guillemets, mais
mais personne n'a challengé vraiment North Carolina sur ce bracket. Et que ce soit Owen Hull encore une fois, Gavin Gallagher, qui d'autre m'a impressionné sur ce match-là, Jake Schaffner, le shortstop, qui a été très bon. Je parle surtout de la partie offensive, hein. Même défensivement en général, c'est très carré North Carolina, hein. Je sais même pas comment ils ont pris les 5 runs, hein, parce que pour le coup j'ai même pas revu les highlights, mais jusque là ils étaient clairement solides. Voilà, ça a été très fort, hein. Je pense que Gavin Gallagher il finit en 4 sur 5, 2 runs scorés, 4 points produits. Owen Hull c'est pareil, hein, 4 sur 5, 3 runs scorés, 2 points produits. Voilà, c'est du très très lourd. Donc North Carolina, au final, gagne toutes ses rencontres et se retrouve en finale. De l'autre côté, comme j'ai dit, il y a Oklahoma. Donc là, on va passer du côté du bracket numéro 2. Mais avant ça, je vais faire une mini pause. Hein, voilà, un mini break, vous me connaissez. Je vais aller siroter 2-3 gorgées d'eau et je reviens. Me revoici, on va parler du bracket numéro 2, je le rappelle, il y avait donc Oklahoma, Alabama, Texas et Georgia. Il y avait donc dans ces équipes-là 3 équipes qui étaient déjà tête de série, hein, qui étaient donc des équipes hautes, hein. La seule équipe non haute, c'est Oklahoma, et pourtant c'est l'équipe qui a dominé clairement ce bracket, un peu sur sa lancée, hein, de ce tournoi national. Et encore une fois, j'ai même pas envie de... Enfin, comment je peux dire ça ? Ce bracket a été encore moins combatif, intriguant que le bracket 1. C'est-à-dire que quasiment chaque match a été très peu serré. On a commencé donc, c'était le samedi, avec Oklahoma-Alabama. Oklahoma a complètement shut down Alabama, grâce notamment à un gros start, hein, de Cord Rager. Ils ont gagné 9-0. Voilà, ça a été simple, net, sans bavure. J'ai pas grand chose à dire dessus, et que dire du match que moi j'attendais plus que tout entre Texas et Georgia, entre notamment 2 pitchers très intéressants, hein, Dylan Volantis, le sophomore de Texas, et Joey Volchko, l'expérimenté lanceur de Georgia. Là aussi, il n'y a pas eu match, mais alors pas du tout, un peu plus, on va dire, si on veut parler. Il y a eu un peu plus match, si on veut, mais je veux dire, voilà, il y a eu 7-1 pour Georgia, mais surtout il y avait 4-0. Le start catastrophique du pauvre Volantis, hein, pourtant qui a fait une énorme saison, hein. Énorme, c'est une saison en tout cas très bonne, très solide, surtout pour un pitcher sophomore. Mais là, il s'est fait complètement allumer dès le premier inning. Il y avait 4-0 au bout de la fin de la première manche. Et voilà, en fait, on a très rapidement eu un bracket des perdants, donc composé de Alabama et Texas. Et Alabama a très rapidement aussi dit au revoir à Omaha, puisqu'ils se sont inclinés ensuite 14-2. C'est-à-dire que Alabama, en 2 rencontres des College World Series, ils ont en cumulé encaissé 23 runs. Et ils en ont scoré que 2. Donc, pour Alabama, encore une fois, ça a été une très bonne saison, hein. On va pas résumer toute la saison à ce qui s'est passé à Omaha. Peut-être qu'il y avait un... Enfin, on pourrait en fait spéculer, mais bon, c'est aussi le sport, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est plutôt l'impression que j'ai personnellement, c'est que Alabama n'était peut-être pas prêt. Faut savoir qu'on est sur une fin de saison, avec une saison, voilà, avec des hauts, des bas, et surtout ce sont des équipes qui se connaissent par cœur, hein. Elles sont toutes dans la même conférence. Et Alabama, en fait, n'a pas pu compter sur ses pitchers d'une part, sur sa défense, on va dire, globale. L'offense, c'est encore autre chose, parce que l'offense n'a pas eu beaucoup de chance. Surtout, moi, je trouve le match contre Texas, il y a eu beaucoup de petites opportunités de ci et de là qui n'ont pas réussi à concrétiser. Mais voilà, quand vous prenez très vite un écart, ça peut être compliqué de se remettre la tête à l'endroit, sachant que 2 jours avant, vous veniez de vous prendre un 9-0. En tout cas, voilà, bravo pour Alabama. Ils ont fait une grosse saison globale. Justin LeBron va être très attendu à la draft, hein. On en parle assez souvent de ce joueur excitant et intriguant. Texas s'est donc donné une chance de pouvoir encore poursuivre, tandis que Oklahoma et Georgia, pour moi le meilleur match de ce bracket, hein, se sont battus en fait, hein, dans un match très serré pour le coup. Un match où ça s'est surtout rendu coup pour coup, puisque certes Oklahoma avait très bien commencé, hein. Première manche, ils mènent 3-0.
mais ensuite ça a été très compliqué pour eux de pouvoir scorer, et Georgia petit à petit a gratté son retard. Alors, Oklahoma mène 3-0 jusqu'à la quatrième manche. Quatrième manche, Georgia rentre sur la marque de score, il y a 3-1, mais dès le bas de la quatrième manche, Oklahoma marque son dernier run de tout le match. Il y a 4-1 à ce moment-là. Cinquième manche, 4-2. Après, on va vraiment avoir un match entre guillemets à rallonge au niveau des pitchers. Je trouve que ça a été... comment je peux dire ça? Côté Oklahoma, ça a été vraiment bien géré, puisque Xander Mercurius a pris le temps qu'il fallait, mais il fait une très très grosse performance. Quasiment 8 manches lancées, 9 strikeouts, 2 buts sur balle, concédé, 3 earned runs. Il a juste laissé la fin du match à Jackson Cleveland pour close. Et de côté de Georgia, c'est Kaden Aoki, je me rappelle bien, qui a fait tout le match. Voilà, c'est ça. Il a fait tout le match. Bon, il encaisse ses 4 runs, il réussit 6 strikeouts, mais je rappelle Kaden Aoki, bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'ancien de USC, c'est pas un pitcher à strikeout. C'est vraiment un pitcher très reliable qui va vous permettre notamment de retirer les joueurs sur des ground out. Voilà. Il pitch beaucoup, pitch by contact, c'est-à-dire que c'est pas un problème si en général si les batteurs contactent sa balle, puisqu'on sait que la défense va être là pour pouvoir récupérer les miettes. C'est difficile de vraiment, par exemple, frapper des home runs, c'est rare. Bon, si je dis pas de bêtises sur ce match-là, il s'en est pris 2, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je veux dire, c'est un joueur de base. C'est difficile de frapper des home runs parce que ces balles ne sont pas des balles rapides en fait. C'est un arsenal de plein de balles, on va dire déceptives, off-speed, balles, bien sûr des breaking balls et compagnie. C'est surtout un pitcher très expérimenté maintenant. Je pense il a fait jusqu'à junior, il était à USC, donc il avait déjà ses 3 années pour être éligible à la draft, puis ensuite il a transféré de côté de Georgia, donc c'est un senior, voire un senior 5e année, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est un joueur très expérimenté au niveau universitaire. Xander Mercurius, de son côté, il fait partie un peu de cette réanimation du pitching de Oklahoma, parce qu'au début de la saison, jusqu'à la moitié de la saison, ça a été plutôt compliqué. Même Skip Johnson cherchait un peu vraiment son véritable ace, comment retravailler sa rotation et compagnie. Et puis sur la deuxième partie de saison, surtout sur la fin de saison, on a vu vraiment un pitching staff qui est revenu sur le devant de la scène. Je rappelle que Oklahoma, c'est aussi l'une de ces facs un peu usine à pitcher. On se rappelle notamment que les jumeaux... oh mon dieu, les jumeaux qui ont été draftés la saison dernière. Vous allez m'aider parce que moi, à chaque fois, la mémoire, c'est surtout sur les noms, c'est incroyable. Pourtant, je les connais bien, mais bref. Tant pis. On reparlera peut-être de plus tard, un jour. Mais je suis sûr que ça va vous rappeler quelque chose et vous allez certainement vous rappeler des noms, contrairement à moi. En tout cas, voilà, c'était le gros match. D'ailleurs, les trois points scorés par Georgia lors de ce match, même s'il a fait un gros match, Xander Mercurius au pitching face à eux, c'est 3 home runs. Et notamment, il y a eu le 32e home run de Daniel Jackson. Et oui, donc il faut en parler, parce que Daniel Jackson, vraiment, nous a fait une saison de psychopathe. On savait qu'il y avait des riders Elfric, des Van Lackey dont je vous ai beaucoup parlé au niveau des catcheurs, mais cette année les catcheurs en général ont su nous faire monter de grosses performances. Et donc il y a Heineck côté aussi North Carolina, même si dans un degré moindre, mais Daniel Jackson clairement il a mis son nom, il a imprimé cette saison de sa performance. C'est venu un peu, je vais pas dire que c'est venu de nulle part dans le sens où il est en progression constante, mais c'est pas le premier nom sur lequel on se serait attardé si on voulait parler des receveurs stars du baseball universitaire, et pourtant c'est clairement devenu la star de la saison. C'est un joueur qui va priver quelque part Rock Cholowski, même si c'est pas de la faute de Jackson, au contraire ça n'a aucun rapport, mais je veux dire, façon de parler, Rock Cholowski dont tout le monde attendait sa consécration au niveau du Golden Spike après avoir remporté le Dick Hauser la saison dernière, il pourra dire merci à Daniel Jackson, mais pas que, London Hurston et compagnie. Et surtout au fait que ses performances n'ont peut-être pas été aussi à la hauteur de ces messieurs. Mais voilà, pour finir avec Daniel Jackson, très grosse saison. Saison qui malheureusement s'est terminée assez, pas du tout rapidement, je vais dire assez rapidement, c'est faux, parce qu'il est allé jusqu'en, on va dire, l'équivalent entre guillemets des demi-finales des College World Series, puisque après ce match, on a eu un deuxième, donc un rematch entre Texas et Georgia du coup.
Georgia s'en est sorti, ils ont gagné 2-0, mais ça a été un match très serré. C'est peut-être l'autre match à ressortir. Et ça a été un match vraiment, pour le coup, de défense, de pitcher, c'est un vrai match de tension surtout. C'est le seul vrai match de tension, je trouve. Euh, on sentait que voilà, les équipes ne voulaient pas sortir. Et c'est facile à dire, personne ne veut sortir, mais c'est vraiment dans l'impact. Il y a eu des actions, des retraits empêchés pour certains d'atteindre voilà, le marbre, hein, le home, et de scorer. Ça a été très 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 tendu dans le bon sens du terme. Et en fait, il aura suffi à Georgia de réussir à scorer un run en 5e manche et en 7e manche pour remporter la mise, puisque voilà, ça aurait été un match très pauvre, hein, en run au général. Ils pourront donc dire merci notamment à Trey Phelps qui frappe, voilà, qui permet de produire un point. Tandis que Daniel Jackson sur ce match aura été bien contenu par le pitching et la défense, hein, de Texas. Colby Brown, c'est un peu la même chose, hein. Et du côté de Texas, voilà, c'est la fin de leur saison, donc autant parler un peu et leur dire bravo. Bah, ça s'est arrêté un peu en queue de poisson ou en queue de boudin, je sais pas comment on dit. Bref, vous m'avez compris. Bref, je vais pas m'enfermer dans des expressions à ce moment-là, alors que je me rappelle plus les expressions. Mais ça s'est un peu terminé, voilà, de manière très intéressante, parce qu'ils vont encore une fois assez loin, hein. Ils sont habitués, mais peut-être avec une certaine petite frustration, surtout sur le premier match, hein, le match où Volantis, encore une fois, s'est fait matraquer, entre guillemets. En tout cas, Texas, voilà, grosse saison, ils avaient quand même des joueurs intéressants, hein. Il y a des Sam Cozart au niveau du pitching qui ont été là. Il y a aussi la révélation, le freshman, hein, Anthony Pack Jr., dont on va certainement entendre parler dans les saisons suivantes, notamment vis-à-vis des drafts prochaines, donc pas la 2026, mais soit la 2027, soit la 2028, le left fielder qui est très 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 intéressant. Mais voilà, il y a eu des très belles saisons de pas mal de joueurs, hein. Carson Tinney, le receveur aussi, a été très intéressant, très solide. Je vais pas tous les citer. Adrien Rodriguez a été très bon, je trouve. Mais au global, hein, de toute façon, Texas, voilà, grosse saison. Bravo à eux, bravo à Jim Schlossnagle qui, voilà, continue, hein, à poser son empreinte, hein, sur le baseball universitaire de ces, comme j'ai dit, 25 dernières années. Au final, assez régulier, capable d'aller au College World Series avec différentes facs. Donc bravo à lui, bravo à eux. Ça l'a pas fait pour eux, et bon, bah, quelque part, de toute façon, Georgia a certes gagné face à eux, mais ensuite Georgia s'est fait éteindre, hein. Ils ont perdu 11-4 le lendemain face à Oklahoma. C'est comme s'ils avaient donné tout ce qu'il leur restait pour rester en vie face à Texas, parce que comme j'ai dit, c'était un match, hein, c'était peut-être le match, hein, derrière le Oklahoma-Georgia numéro 1, hein, le 4-3. C'est peut-être le match, voilà, vraiment le plus intéressant du bracket 2, le match du bracket, enfin le dernier match du bracket 2, donc Oklahoma-Georgia 11-4. Pour le coup, voilà, ça n'a pas été, je vais pas dire que ça n'a pas été intéressant, mais ça n'a pas été, comment je peux dire ça, incroyable, même si on regarde un peu le déroulé, ça pourrait me faire mentir, dans le sens où au bout de 5 manches, si j'ai pas de bêtises, il y a non, au bout de 6 manches, pardon, il y a quelque chose comme 5-3. Je pense qu'il y a 5-3 Oklahoma, donc rien n'est fait, c'est vrai, mais clairement, enfin, si vous voyez le match, hein, ceux qui l'ont vu peut-être pourront confirmer, mais clairement, moi j'avais l'impression que Georgia était KO, en fait. Ils étaient KO. Alors ils ont tellement de force de frappe et de joueurs très très, voilà, très puissants, que ils sont entre guillemets restés dans le match jusqu'à la 7e manche. Après la 7e manche, ils ont lâché, c'est-à-dire que 7e, 8e et 9e, Oklahoma a scoré 6 points. Je pense que c'est ça, hein, 6 points, parce qu'il y a eu 11, ouais, bah oui, les maths, et oui, 6 points. Donc voilà, ils ont plié l'affaire de la meilleure des manières. Mais on sentait que voilà, ça allait être difficile sur la durée dans tous les cas, parce que comme j'ai dit, Georgia semblait vraiment KO, en fait. Et c'est là où on voit vraiment que les organismes, hein, ça reste des joueurs, des étudiants athlètes. Donc il y a aussi un côté amateur. Et donc il faut se rendre compte que voilà, ils ont joué 60-70 matchs en quelques mois. Donc voilà, ça se ressentait aussi, notamment du côté de Georgia. Donc bravo à Georgia pour la grosse saison. Il n'était pas si loin que ça de pouvoir aller au College World Series Finals. Ça ne sera pas le cas. Et Oklahoma, mine de rien, bah voilà, College World Series Finals, je pense que c'est la 4e fois. Ils ont gagné 2 titres sur les 3 précédentes ou 3 précédents passages en finale de College World Series. Et pour finir ce podcast, très rapidement, on va faire une mini preview, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, là j'ai même un peu dépassé mon temps, mais on va faire quand même une mini preview pour
parler voilà, de North Carolina et d'Oklahoma. Alors, c'est une opposition, je vais pas dire une opposition de style, on va pas forcément entrer dans le style directement, mais je veux dire c'est déjà une opposition dans les attentes. North Carolina en début de saison fait partie des favoris. Alors, des favoris au sens large. Oklahoma ne fait pas partie des favoris. Oklahoma fait partie des équipes un peu plus dans le pack du milieu, on va dire, des équipes dont on sait ou on se dit qu'elles vont se qualifier pour le tournoi national, mais on ne les voit pas hautes forcément, on ne les voit pas forcément être vraiment compétitives pour aller être un vrai contendeur. North Carolina, je rappelle, ils étaient dans, je pense, le top 5 hein, du début de saison, de pré-saison, quelque chose comme ça. Toute la saison, ils ont été constants. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la ACC, ils se sont fait dépasser en termes de ranking par Georgia Tech, qui a fini par remporter notamment la ACC. Mais il faut savoir qu'une des équipes qui a donné le plus de fil à retordre à Georgia Tech, c'est justement North Carolina. North Carolina, clairement, était une équipe contender depuis le début de la saison. Je le répète une dernière fois. Il y a 2 semaines encore, Oklahoma, on les imaginait même pas forcément sortir justement du bracket des Regionals de Georgia Tech. Donc voilà, tout ça pour dire que là, ce sont les 2 équipes les plus chaudes du moment, parce que comme je l'ai dit, c'est souvent un sport de momentum, et ce qui est bien avec North Carolina, il y a ce côté régularité en plus de momentum qu'ils ont su, entre guillemets, rider. C'est la première chose sur laquelle je voulais revenir, puisque au final, comme j'ai dit, ces College World Series n'ont peut-être pas été aussi vibrantes que cela, parce que ces 2 équipes ont fait plus que le taf. North Carolina a sweepé son bracket, Oklahoma a sweepé son bracket. Tout simplement. Si maintenant je regarde un peu plus chacune des 2 équipes, je vais commencer par North Carolina. Bon, j'ai envie de dire que là, sur ce tournoi, les 2 équipes en termes de pitching ne sont pas en reste, c'est-à-dire que c'est des gros pitching staff, mais par contre, encore une fois, en termes de régularité, le pitching staff de North Carolina, c'est quand même celui qui ressort le plus. C'est des 2 pitching staff, c'est sur le papier le meilleur, même si encore une fois, on verra bien les performances sur le terrain. Déjà, on en a parlé, Jason DeCaro, qui est draft éligible, je le rappelle, est vraiment sur 2 dernières grosses performances. Sa carrière universitaire a eu vraiment des hauts et des bas, des très hauts quand il est arrivé très jeune au final, il a commencé à 17 ans, il y a 2 saisons de cela. Ça a été un freshman très impactant en ACC, puis en sophomore ça a été beaucoup plus compliqué. Là en junior, il avait recommencé à être... en junior, ça avait recommencé un peu comme sur ce qu'on a vu en sophomore, c'est vrai que c'était un peu compliqué sur un début de saison, puis après il arrivait à se vraiment settle, on va dire, et à comprendre ce qu'il devait faire pour redevenir performant, et c'est clairement l'ace de nos amis les Tar Heels. On va pas forcément faire dans l'ordre rotation puis relève, parce que l'autre joueur dont j'ai envie de parler, bien sûr, tout le monde parle de lui, c'est Caden Glober. Caden Glober, il est freshman. Caden Glober, en tant que releveur, il fait plus que le taf, surtout sur ses College World Series. Si je dis pas de bêtises, il n'a pitché que 54 pitches pour terminer des matchs en fait. Et il a terminé les matchs. Et c'est pas 54 pitches parce qu'il a lancé qu'une manche, il a lancé peut-être déjà 4 ou 5 manches. Clairement, les Tar Heels vont continuer à compter sur lui, puisque j'avais vu une stat. Je pense que cette année, ils sont 28 victoires, 0 défaites quand Glober entre dans un match, en fait, tout simplement. Donc voilà. On verra bien comment ça va se passer. C'est clairement ce sur quoi moi je voulais revenir concernant North Carolina. North Carolina, après, en termes de line-up, semble aussi sur le papier plus armé, plus profond, derrière leur leader, Gallagher, qui sera certainement aussi appelé pour la prochaine draft. Mais il y a des vrais joueurs, on en a parlé tout à l'heure. Ça apparaît en fait plus complet. Mais, encore une fois, la réalité du terrain peut être tout à fait différente. Oklahoma, pour le coup, depuis qu'ils sont en regional, ils sont irrésistibles. Ils sont irrésistibles. Et donc, ce qui est marrant, c'est en fait comment ils ont donc retravaillé leur pitching staff pour que le pitching staff soit l'un des meilleurs de ce tournoi, alors que pendant la saison, ça a été beaucoup plus compliqué. Tout à l'heure, je le disais, et ils ont dû retravailler leur rotation, notamment pendant la saison. Là, je pense que leur rotation actuelle
sur cette post-season, sur ce tournoi, hein, clairement. C'est qui? C'est Cord Draeger. Cord Draeger, c'est un freshman. C'est Xander Mercurius qui, lui, pour le coup, était un starter, mais c'était pas l'ace. Et Nick Wolowski qui était aussi starter, mais des fois plutôt en midweek, des fois il faisait de la relève, il a fait un peu tout. C'était pas forcément le trio que l'on attendait en début de saison. C'est pour vous dire que tout n'a pas été aussi simple que ce qu'on pourrait penser. Au niveau du line-up, voilà, il n'y a pas le même star power qu'il y a du côté de North Carolina, mais on a des joueurs, encore une fois, qui sont très chauds. Jason Walk, Dayson Harris. Donc voilà, c'est assez je sais pas comment dire en fait, parce que Oklahoma, clairement, même quand je regarde encore une fois sur le papier, le line-up et tout ça, j'ai même pas trop de joueurs à vous faire sortir, parce qu'en termes de, par exemple, de stats sur la saison, il y en a aucun qui se détache de manière incroyable. Mais juste sur ce tournoi, voilà, les deux noms que j'ai sortis, voilà, ce sont des joueurs qui, à la base, n'ont pas des grosses stats, mais qui sont en ce moment très très chauds. Et ça pourrait peut-être suffire en fait. Là, on est clairement sur deux oppositions de style, dans le sens où on a une équipe qui est clairement favorite sur le papier, c'est North Carolina, face à une équipe qui n'a fait qu'éliminer des équipes clairement favorites face à elle. C'est Oklahoma. Georgia Tech, c'était pour certains la meilleure équipe du pays, même devant UCLA. Ils les ont éliminés dans leurs propres regionals. Ils ont joué contre qui déjà après en Super Regional, j'ai oublié. Mais ils les ont démontés. J'essaie de me rappeler. Kansas, voilà. Ils ont sweepé Kansas au Super Regional justement de Kansas, face à un Kansas qui était pour certains peut-être la meilleure équipe de Big 12, celle qu'on allait certainement retrouver pour les College World Series. On pensait même imaginer avoir deux Big 12, puisque West Virginia s'était qualifié face à... c'était qui? C'est Cal Poly qui était sorti du bracket de UCLA, ouais c'est ça, Cal Poly. Mais Kansas n'a rien pu faire face à Oklahoma. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu pour Kansas pour le coup, même s'ils ont fait une grosse saison, mais j'avais plus l'impression que c'était Kansas qui avait, entre guillemets, choke, que Oklahoma qui avait fait choke Kansas. Mais là, ils m'ont prouvé que non, en fait. Vous leur mettez Alabama, Georgia... bon, ils n'ont pas joué Texas du coup, parce que Texas n'était pas dans leur bracket, et Texas a fini par perdre face à Georgia, mais vous leur mettez ce genre d'équipe qui, pendant la saison régulière, les ont dominés, et bah ils les ont eux aussi sweepés. Donc... clairement, c'est difficile de vous dire qui va gagner. Moi, ma prédiction, c'est que North Carolina va gagner. Ça va être leur première victoire, leur premier titre national au niveau du baseball. Ce qui serait bien pour eux, parce que voilà, ils sont en train voilà, sous Scott Forbes, de se relancer. Ils ont eu une longue période de Mike Fox, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'était Mike Fox avant. Et Mike Fox, voilà, pour lui, il a un très clair, très très bon résumé avec North Carolina, mais la fin de son mandat, ça s'est un peu moins bien passé. Voilà, on était clairement sur un essoufflement. Et donc Scott Forbes, qui était déjà dans le staff, de toute façon, c'est un peu une sorte de comment dire ça, de promotion interne. Forbes était déjà dans le staff depuis même la saison où ils sont en finale face à Oregon State, je pense en 2006 ou en 2007. Enfin, l'une des deux finales, il y a 2006 et 2007, mais je ne sais plus s'il est là dès 2006 ou s'il arrive en 2007. Tout ça pour dire qu'en fait, Forbes n'a fait que reprendre le flambeau, et de quelle manière, puisqu'il a reconstruit une équipe qui fait vraiment peur, que ce soit en conférence, en ACC, North Carolina, même s'ils n'ont pas forcément gagné tous les titres de ACC depuis les 3-4 dernières années, ils sont toujours très bien classés. En termes de tournoi national, comme je l'ai dit, ils se replacent. 2023, si je dis pas de bêtises, ils y étaient. 2024, ils sont en College World Series. 2025, ils y étaient. 2026, ils sont en College World Series. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une régularité certaine au niveau de cette fac. Et ça semble naturel d'imaginer, surtout en termes, encore une fois, d'effectifs, encore une fois, en termes de pitching, en termes aussi de dangerosité offensive, que North Carolina gagne. Mais bon, pour finir avec ça, Oklahoma est sur une sorte de vague impressionnante. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à nous faire une Ole Miss 2022 ? C'est-à-dire continuer à ride cette chaleur jusqu'au bout et à remporter le titre, ou est-ce qu'il faut nous faire une Coastal Carolina 2025, ou Coastal Carolina, je pense que c'était 23 matchs de gagner de suite. En fait, ils tapaient tout le monde jusqu'en finale, et en finale, ils perdent. Et ils perdent, ils se font sweeper en fait en finale. Est-ce que c'est quelque chose de similaire à Coastal Carolina ? On verra bien, ça commence ce samedi. Faudrait que je revoie l'heure, parce que je pense que pour vous, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, parce que je pense que le premier match est en prime time ici.
Mais ensuite, le lendemain, pour le match 2, qui pourrait être le dernier match, hein, vous savez, c'est au meilleur des 3. Donc le premier qui remporte 2 matchs est champion. Bah, le match du dimanche, ça doit être 14h30 en East Coast, donc 14h30, ça fait 20h30 en France, donc ça reste raisonnable, c'est un peu votre prime time à vous. Donc si vous avez la chance d'avoir par exemple Disney+, et que c'est sur Disney+, parce que je ne sais pas, au niveau de la France, si c'est diffusé vraiment sur Disney+, pour une finale. Mais si ça y est, n'hésitez pas au moins à y jeter un œil, parce que ça peut ça peut valoir le détour, tout simplement. Voilou. Au final, j'ai beaucoup parlé. J'ai quasiment fait 1 heure de podcast alors que j'étais censé partir il y a presque 30 minutes. Donc je vais faire au plus vite. Merci beaucoup encore une fois pour les likes, pour les retours. Ça me donne beaucoup de force. Vous n'imaginez pas à quel point, surtout en ce moment, avec tout le boulot que j'ai, toutes les choses que j'ai à faire. C'est pour ça que je suis obligé d'espacer un peu les sorties d'épisodes, même si là j'ai essayé quand même de tenir sur ces 2 dernières semaines au moins un épisode par semaine, juste pour finir la saison universitaire de baseball. On reviendra bien sûr avant la draft, après cet épisode là peut-être il y aura une pause, et ensuite on va se préparer pour la draft avec une mock draft comme je le fais chaque saison, et ensuite je pense qu'on va reprendre notre top 100 tranquillement, parce que là on n'aura plus de baseball universitaire, la draft sera également passée. Et même si ça sera peut-être pas des épisodes chaque semaine, on aura le temps quand même de finir tranquillement notre top 100, qui est quand même pour le coup assez intriguant. Voilou, merci à tous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao. The 2-2.